match de la confirmation au Parc des Princes à Paris devant les Suisses commence bien, très bien même pour les footballeurs français. Les deux équipes jouent en maillot foncé, mais on reconnaît les Français à leur basson. Donc début de match extrêmement favorable à la France. Durant 45 minutes, les Suisses sont à l'épreuve et l'on s'attend au pire lorsque le petit ailier gauche Buron marque le premier but. Un premier but qui semble ouvrir la voie à toute une série d'autres buts, d'autant que l'autre ailier français, Lèche, le Benjamin du match, il a 18 ans, marque une seconde fois. On s'attend à une catastrophe pour la Suisse et on a tort. Deuxième mi-temps, revirement total de la situation, les meneurs de jeu de l'équipe de France, Douis en tête, s'effondrent. Le résultat ne se fait pas attendre, la Suisse marque à son tour 2-1 et comme un malheur n'arrive pas seul, l'arrière gauche de l'équipe de France blessé quitte le terrain. À 10 contre 11, plus question pour les Français de faire autre chose que de résister, mais ils ne peuvent pas éviter le match nul. C'est un curieux sport qui impose aux braves poules américaines les impératifs de la productivité. Car c'est bien de production d'œufs à la chaîne qu'il s'agit dans ce poulailler modèle de Californie, élevé à la dignité d'usine. Comme dans n'importe quelle usine, l'automation est reine. Première opération, distribution de la matière première. Pas de perte, les surplus sont récupérés. Deuxième opération, récupération par tapis roulant toujours, des produits finis. La production des œufs en Amérique a vraiment atteint son plus haut degré de rendement. On comprend devant une telle productivité la guerre du poulet. Les armes se sont tues sur le front du désert. À Figuig même, où le conflit algéro-marocain avait semblé reprendre après le cessez-le-feu déterminé par l'accord de Bamako, les forces marocaines ramènent à son climat de paix armée tout de même, l'oasis hier encore troublée par les combats. C'est pour constater le respect du cessez-le-feu qu'une commission des Nations Unies, dans laquelle 10 nations étaient représentées, est venue jusqu'à Figuig en compagnie du général marocain Oufkiar, s'informer sur place. Sur toute la ligne de ce qui fut le front du désert, le calme règne désormais. Voici les images tournées dans le feu de l'action lors du coup d'État de Saïgon et qui montrent dans leur éloquente brutalité les phases de cette insurrection. Les forces insurgées convergeant vers le palais présidentiel au milieu des coups de feu et des incendies, c'est l'atmosphère de révolution et de guerre de rue de cette fin du régime Diem. Le soir du 2 novembre, le buste mutilé du président, sa garde prisonnière après une résistance acharnée, les vainqueurs portés en triomphe par une foule enfiévrée, affirmaient la victoire totale de la junte des généraux. Cette victoire n'allait pas sans le cortège habituel de débordements populaires, désordre, pillage et incendie. L'opposition au régime déchu a pris ce jour-là toutes les formes. Acclamation pour les bonzes libérés des prisons et outrage au buste de Madame New jeté au ruisseau. Mais depuis, Saïgon est rentré dans le calme. Quand un cosmonaute épouse une cosmonaute, tout se passe comme pour le commun des mortels. C'est ce qu'ont démontré à Moscou Adrian Nikolaev et Valentina Tereshkova. À ce détail près que la noce s'est retrouvée au palais des réceptions, dont M. K a fait les honneurs aux deux belles mamans très émues, avant de lever son verre au bonheur des époux. Voilà en tout cas une raison de croire que la race des cosmonautes ne s'éteindra pas. Mieux informé, mieux défendu contre la tuberculose, tel est le thème qu'évoque le nouveau timbre qui vient d'être remis au ministre de la Santé publique à l'occasion de l'ouverture de la 33e campagne nationale contre le terrible fléau. Un fléau qui, aujourd'hui, 100 ans après la naissance de Calmette, inventeur avec Guérin du BCG, tue encore 6 fois plus en France qu'au Danemark, où le vaccin est appliqué systématiquement depuis longtemps. Ce sera le mérite de la nouvelle campagne de rappeler à tous qu'il existe un vaccin efficace et simple, et qu'il est criminel de le négliger par passivité ou par ignorance. La Boétie. Pour beaucoup, ce nom n'évoque pas autre chose qu'une rue célèbre de Paris.
une de ces rues aujourd'hui encombrées de voitures, dont les trottoirs sont voués au shopping. Et sans doute, assez peu d'entre ces flâneuses se doutent seulement qu'il exista un certain Étienne de la Boétie, né à Sarlat en 1530, et mort 33 ans plus tard, voici justement 400 ans. C'est ce nom qui unit, étonnant jumelage, l'une des plus fameuses artères parisiennes à la petite cité périgourdine, endormie dans un passé dont elle ne renie rien. Ni les jolis toits de Lauze, ni les poivrières d'Angle, ni les vieux porches qui ont peut-être vu, enfant ou jeune homme, celui qui devait passer comme un météore dans le ciel littéraire de son temps, et dont le nom n'a surtout survécu que parce qu'il fut l'ami de choix de Montaigne, ce qui lui inspira cette définition de l'amitié. Si l'on me presse de dire pourquoi je t'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est dans cette ville silencieuse où tout, choses et gens est presque resté tel qu'il le connut, de la lanterne des morts au marché aux oies, qu'il est sans doute plus facile de retrouver cet homme qui promettait tant et qui mourut si jeune, sans remplir les promesses de son unique ouvrage, le discours sur la servitude volontaire. Peut-être écrivit-il quelques chapitres de son œuvre entre les murs de cette maison où il naquit et qui abrite aujourd'hui, étrange destin, la caisse d'épargne. 400 ans après sa disparition, on l'imagine, ce jeune pensif, comme l'un des flambeaux trop vite éteints d'une époque avide d'idées, comme un esprit qui eût ouvert des portes sur l'avenir. Il reste dans son inachèvement, comme le disait Montaigne, une âme qui montrait un beau visage à tous sens. Ce latin du miracle. 24 heures après le sauvetage de 3 mineurs dans la mine de Pine, la tour de forage s'est remise en action dans la nuit 4 km plus loin. Un forage d'exploration avait permis de repérer 11 mineurs encore prisonniers à 56 mètres. De nouveau, l'espoir régnait sur la mine. Un deuxième forage plus important fut réalisé. Il devait permettre de descendre des vivres et du matériel de première urgence. Le troisième forage, celui du sauvetage, était aménagé pour permettre le va-et-vient de la nacelle. Les 11 hommes seraient sauvés. La pose des tubes protecteurs n'était plus qu'une affaire de routine. Et c'est sous le regard d'une foule muette d'émotion qu'apparaissait enfin, sorti de la nacelle d'acier, le premier rescapé, Heinz Kuhl, père de 10 enfants. Minute bouleversante où chacun semblait aider du regard la silhouette titubante, au visage creusé, d'un homme qui avait passé 14 jours emmuré vivant. Puis, de 5 en 5 minutes, c'était un nouveau mineur que la nacelle rendait à la lumière crue. Un nouveau rescapé qu'une famille des larmes de joie plein les yeux attendait. Mais les familles devaient encore attendre. Chacun de ces hommes durement éprouvés par 369 heures de claustration ne pourrait que lentement revenir à la vie normale dans une chambre d'hôpital. En 1 heure, c'était fini. Et la joie n'a pu s'empêcher d'éclater à Pine, où les drapeaux sont restés en berne, car il y a tout de même 29 morts.